pour nous, c'est un petit peu acrobatique. Donc, j'espère que vous serez indulgents parce qu'on est à la fois en présentiel et en distanciel. Voilà. Parce qu'on a, durant cette pandémie, depuis la pandémie, on a fait nos conférences par Zoom et donc on a gagné des auditeurs un peu sur toute la France et même en pays francophones. On a des gens à Budapest, à Casablanca, on a aussi à Londres, enfin voilà, donc et puis un peu partout en France, à Bayonne, vous voyez, donc vraiment à l'extrémité opposée de l'Alsace. En tout cas, merci à ceux qui sont en présentiel. Vraiment, c'est un plaisir de vous revoir et que vous soyez là. Merci d'avoir fait cet effort-là, de venir cet après-midi dans nos conférences. Et puis, bienvenue aussi à ceux qui sont en distanciel, comme je le disais tout à l'heure, en France, un peu partout dans différentes régions et même à l'étranger. Donc, bienvenue à chacune et à chacun. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons donc un sujet d'architecture qui porte sur le Zaha Hadid. Donc, c'est une Irakienne et une Anglaise qui est née en 1950 et qui est morte en 2016. On l'appelle Dame Zaha Hadid parce que elle a reçu l'ordre de l'Empire britannique. Voilà. C'est une femme qui a eu le prix Pritzker Architecture Prize en 2004 et qui a eu la Royal Gold Medal du RIBA, l'ordre britannique des architectes, en 2015. C'est une architecte qui est l'une des plus brillantes de sa génération. Elle a été un défenseur ardent des femmes dans les domaines de la créativité et de l'innovation en matière d'architecture, et elle a laissé une œuvre singulière sur laquelle il est intéressant de se pencher. Alors, on est ébloui par la virtuosité graphique de ses dessins et de ses peintures, par les audaces formelles de son architecture, elle aussi entre suprématiste et déconstructivisme. Et pour nous en parler, nous avons la grande joie d'accueillir Jean Attali, philosophe, professeur émérite à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, qui va nous en dire plus à propos de cette femme surdouée de l'architecture. Donc pour les Alsaciens, c'est elle qui a fait, elle a œuvré à Eunheim, il y a donc un terminal de tram qu'elle a réalisé. Voilà. Et elle a énormément créé un peu partout dans le monde, il y a des œuvres de Zaha Hadid. Donc merci d'accueillir chaleureusement notre conférencier. Je lui passe la parole ensuite. Voilà. Bien, merci Madame Levard pour cette introduction. Merci pour cette invitation de la Chartreuse de Molsheim et de votre association Art et Cloître. J'aimerais pour commencer saluer la mémoire de Yanis Thiomis que vous aviez invité, décédé depuis. Yanis Thiomis qui, architecte, a porté très haut les couleurs de la culture architecturale, parce que l'architecture n'est pas seulement un métier, une profession, c'est peut-être d'abord une culture qui se transmet non seulement entre les générations d'architectes, à l'intérieur des écoles, dans les agences, mais qui se transmet aussi, comme toute forme de culture, de manière universelle, à la fois à travers les bâtiments, qui sont la mémoire vivante de l'architecture, et à travers ce que j'appelle une culture de l'architecture, qui est une culture de l'espace, des objets de l'espace et des humains dans l'espace habité, choses qui, à mes yeux, sont inséparables. Je voudrais remercier aussi ma collègue et amie Christiana Mazzoni, qui fut la collaboratrice la plus proche de Yanis Thiomis et qui a bien voulu proposer ma présence chez vous aujourd'hui. Alors, je voudrais préciser que je ne suis pas architecte, je suis philosophe. J'ai en quelque sorte connu un changement de cap il y a maintenant 35 ans, depuis que j'ai choisi de travailler avec des architectes, auprès des architectes, non pas dans le souci de transmettre aux architectes une culture philosophique, mais plutôt d'incorporer à la philosophie des notions
d'usage constant chez les architectes et qui me semble avoir un grand intérêt philosophique. C'est le cas, par exemple, de la notion de plan dont je vais un peu parler aujourd'hui, puisque Zaha Hadid, sujet de cette conférence, Zaha Hadid avait elle-même sur cette question du plan des positions tout à fait passionnantes. Alors, pour vous expliquer comment j'ai procédé pour préparer cette conférence, je me suis servi des sources les plus autorisées, c'est-à-dire le fonds constitué aujourd'hui par la Fondation Zaha Hadid, qui est placée sous la garde, en quelque sorte, de l'agence Zaha Hadid Architectes, héritière de l'œuvre de Zaha Hadid. Je me suis servi des meilleures publications en revue, notamment des différents entretiens qu'elle a eus avec des architectes. Je pense à la revue El Croquis, qui est une revue de Madrid, qui est d'un excellent niveau. Je pense aussi, et vous pourrez les écouter en ligne, aux entretiens qu'elle a donnés, qui ont été enregistrés à l'Architectural Association, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, à l'occasion d'une exposition sur Malevich à Tate Modern à Londres, à la Graduate School of Design de Harvard aux États-Unis, ainsi qu'à l'Université de Oxford. Ça vous dit déjà l'environnement intellectuel qui a entouré l'essor de cette œuvre exceptionnelle. Parmi les projets de Zaha Hadid, qui sont nombreux, je m'arrêterai peut-être plus particulièrement sur celui de Vitra à Weil am Rhein, près de Bâle, premier projet construit par Zaha Hadid et qui lui a valu tout de suite une très grande notoriété, non seulement comme inspiratrice de l'architecture, non seulement comme dessinatrice, mais aussi comme constructrice. Et puis, j'évoquerai peut-être un petit peu, avec une certaine insistance, un bâtiment que je trouve admirable, qui est le Maxi, qui est un musée d'art du XXIe siècle construit à Rome. Les autres projets, j'en parlerai simplement de façon allusive. Alors, en préparant cette conférence, je me suis attaché à répondre autant qu'il était possible à la question que vous me posiez implicitement, à savoir comment interpréter le dessin d'architecture tel que Zaha Hadid l'a pratiqué tout au long de sa carrière. Je m'attacherai donc davantage au corpus graphique de son œuvre qu'à l'œuvre construite, à l'exception des deux bâtiments que je viens de mentionner. Comment procéder? Zaha Hadid est une personnalité exceptionnelle. Il me semblait important d'en esquisser le portrait, premier point. Ensuite, le lien qui existe entre l'inspiration tout à fait particulière de ses dessins et peintures en matière d'architecture et, d'autre part, les bâtiments en effet édifiés sous sa responsabilité, il y a une certaine solution de continuité, du moins c'est l'hypothèse que je défends, et je m'en expliquerai tout à l'heure. Et puis, troisième aspect de cette présentation, il me semble en effet que ces dessins et son graphisme appellent un travail d'interprétation, ce à quoi je vais essayer de m'employer, et ce sera la réponse peut-être à la question que vous m'avez posée. Alors, Zaha Hadid a été très vite reconnu comme une personnalité tout à fait exceptionnelle, de telle sorte que, avant même son œuvre bâtie, la trajectoire personnelle de cette femme a été reconnue et défendue. Je citerai, alors vous l'avez fait, Madame Levard, mais je le reprends tout de même, les étapes de cette reconnaissance publique
de son talent. Elle a été la première femme à recevoir le prix d'architecture Pritzker en 2004. Alors, ce prix est décerné par un comité international et a l'ambition d'être l'équivalent en architecture de ce que sont les prix Nobel dans la plupart des grandes disciplines scientifiques. Elle a reçu, et c'est tout à fait essentiel, le prix d'architecture le plus prestigieux du Royaume-Uni, à savoir le Sterling Prize, qu'elle a reçu 2 fois, en 2010 et en 2011. Et c'est en 2012 que la reine Élisabeth II l'a fait dame commandeur de l'Empire britannique, d'où lui vient ce titre de dame. Et en 2015, elle devient la première et la seule femme à recevoir la médaille d'or de l'Institut royal des architectes britanniques à Londres. Pour parler de cette femme qu'on présente généralement comme irakienne et britannique, je voudrais dire en effet un mot de ses origines, et pour ça commencer par la fin, curieusement, à savoir sa sépulture dans le plus grand cimetière de Londres, le cimetière de Brookwood. Sépulture tout à fait remarquable, puisque vous voyez ces 2 monuments funéraires noirs, marbre noir, qui sont en quelque sorte jumelés. Eh bien, il s'agit de la sépulture de son père, Mohammed Hadid, et sa propre sépulture, Zaha Mohammed Hadid. Et à côté de ces 2 sépultures jumelles, la sépulture de l'un de ses frères, Foulat Mohammed Hadid, dont le rôle a été important aussi, puisqu'il a été, entre autres choses, écrivain, qu'il a longuement évoqué la contribution du père Mohammed Hadid au mouvement démocratique irakien dans une période qui va, disons, des années 30 aux années 50. Mohammed Hadid appartenait à une riche famille industrielle de Mossoul, dans le nord du pays, s'est trouvé engagé dans une carrière politique. Il a été à un moment ministre des Finances de l'État irakien. Il a évidemment été, si j'ose dire, sorti du jeu politique par un de ces nombreux coups d'État que le pays a connus. Il est retourné aux affaires, il a amassé, à la suite de son propre père, une fortune considérable. Alors, ça vous éclaire un petit peu le cadre familial dans lequel Zaha Hadid trouve sa voie. Elle fait ses études, ses premières études en Angleterre et en Suisse. Elle commence des études supérieures à l'université américaine de Beyrouth, et c'est en 1972, elle a donc 22 ans, qu'elle décide de se consacrer à l'architecture, et elle rejoint la plus prestigieuse des écoles d'architecture, du moins à cette époque-là, à savoir l'Architectural Association School of Architecture à Londres, école dont je vais dire quelques mots. Avant cela, pour souligner l'authenticité de l'attache de Zaha Hadid à la culture de son pays de naissance, l'Irak, je vous montre ici l'inscription sacrée qui figure sur les 3 stèles des tombes familiales que vous voyez, qui est ce qu'on appelle la basmala, qui est une formule sacrée qui est prononcée avant toute lecture d'une sourate du Coran, qui dit en substance « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux ». Et si je prends le soin de recopier cette inscription, c'est pour vous rendre attentif tout de suite à l'importance de la calligraphie, c'est-à-dire à cet art de l'écriture qui est inséparable dans la culture arabe de la culture
de l'écriture sacrée et donc du Coran. Je pense que quand on parle de calligraphie arabe, on ne peut absolument pas faire abstraction de cette origine religieuse et sacrée de l'écriture. Zaha Hadid, néanmoins, assumait parfaitement le choix qu'elle avait fait de passer sa vie en Angleterre, pour dire les choses simplement, et elle n'a cessé de reprendre cette triple affirmation, hein, I am a woman, I am an Arab, I am an architect, soulignant par là que sa vie avait été un combat, à la fois pour reconnaître que soit reconnue sa place de femme dans un monde resté longtemps essentiellement masculin, celui de l'activité des architectes. I am an Arab parce que, disait-elle, expliquait-elle, lorsqu'elle avait enfin obtenu d'être reconnue dans sa personnalité de femme, elle se heurtait aux préjugés qui entourent en Occident la culture arabe. Et s'agissant du métier d'architecte, elle dit qu'il lui a fallu des décennies avant de trouver sa place et d'imposer la position très particulière qu'elle a occupée dans la profession. Alors, le dispositif est un peu malheureux pour ceux qui sont en présentiel, c'est-à-dire, je vous demande de concentrer votre attention sur la partie gauche de l'écran. Normalement, c'est moi qui devrais voir ça sur l'écran de l'ordinateur. En réalité, c'est l'inverse qui se produit, mais bon, vous excuserez ce dispositif. Je voudrais commencer, s'agissant de l'écriture calligraphique, par lire une page du grand écrivain italien Giorgio Manganelli, dans un texte édité en traduction récemment. Le chapitre s'appelle « Un tapis de néant ». Le titre est assez sombre. Je lis, je commente au fur et à mesure ces propos qui permettront de nous rendre attentifs à tout le spectre de signification qui entoure le geste calligraphique. De la façon la plus directe et la plus simple, on peut dire que l'Orient est d'abord une écriture. C'est l'énigmatique labyrinthe arabe, souple et sinueux, un conte écrit. Donc, la notion de labyrinthe est saisie dans toute l'étendue de ses significations, puisque le labyrinthe, c'est d'abord une notion spatiale, et en effet, on trouve dans l'architecture urbaine traditionnelle des pays arabes quelque chose que nous identifions comme un labyrinthe, un endroit dans lequel on se perd facilement, souple et sinueux, c'est-à-dire très éloigné de l'ordre géométrique abstrait qui est le propre de la culture occidentale en matière d'organisation de l'espace, et puis un conte, puisque évidemment la littérature arabe est réputée pour les mondes fabuleux qu'elle ouvre. Alors, la suite du texte est construite sur l'opposition entre l'écriture telle que nous la connaissons en Occident et l'écriture arabe. Je dirais que le propos de Manganelli pourrait, mutatis mutandis, s'appliquer à d'autres langues calligraphiques, je pense aux langues d'Extrême-Orient et singulièrement à la langue chinoise. Donc, en réalité, on pourrait ouvrir la réflexion à tout l'univers des langues qu'on pourrait qualifier d'idéographiques, encore que les spécialistes contestent un peu cette notion d'idéographie. Il existe une différence fondamentale, je reprends le texte de Manganelli, entre la graphie de nos livres, qui présentent des lettres isolées, tout auréolées d'un mince et solitaire cercle blanc, et la graphie arabe. Cette dernière porte dans ses volutes le poids, le mouvement, la volupté, la concentration du scribe, ainsi que ses ardeurs et sa langueur fulgurante. Je vous laisse interpréter librement ce curieux oxymore de langueur fulgurante.
La graphie occidentale, latine, propose un album de dessins, d'exemples, de modèles, d'idées alphabétiques. Et la graphie arabe est inconcevable en dehors de la main qu'il invente et l'emplit de son amour spécifique. On pourrait dire, je glose un instant cette page de Manganelli, on pourrait dire que notre rapport à la langue est un rapport essentiellement analytique. C'est le cas de l'ensemble des langues alphabétiques. Dès l'instant, alors, la langue arabe, de ce point de vue-là, occupe une position intermédiaire. C'est une langue alphabétique aussi, contrairement à la langue chinoise, mais une langue dans laquelle le geste graphique, le geste de l'écriture, est un geste fondateur de signification. Elle ignore, on parle donc de la graphie arabe, l'isolement des lettres singulières, mais passe d'un signe à l'autre par des chemins indirects. Elle aime imbriquer, superposer, nouer entre eux ces signes divers, en découvrir la simultanéité et écrire par-dessus l'écriture. Alors, retenez cette formule parce que vous verrez que dans le dessin d'architecture de Zaha Hadid, on a précisément cette tendance à écrire le plan par couches superposées. Ce ne sont pas simplement les calques du travail de l'architecte en agence, c'est une écriture qui se constitue par superposition des signes et non pas par juxtaposition des signes, par invention d'une synthèse graphique appelée à devenir aussi une synthèse spatiale, là où nous pratiquons, je dirais par héritage culturel, l'analyse par éléments distincts, voire séparés, et la recomposition ensuite dans des projets. Je reprends ici une conversation publiée dans un numéro de El Croquis de 1991, assez ancien. Alors, la précocité de Zaha Hadid est très étonnante, donc les dates sont en général tout à fait importantes, mais même si dans l'exposé que je vous présente cet après-midi, je ne vais pas suivre un ordre linéaire, je vais faire des allers-retours constants entre des moments relativement tardifs de sa carrière et au contraire des moments précoces. Donc on pose la question à Zaha Hadid, la question que d'une certaine façon nous lui posons aujourd'hui, qu'en est-il de sa culture arabe? Et vous allez voir qu'à cette question, elle oppose à la fois un déni, une sorte de déni, et en même temps, elle revendique son appartenance au monde arabe, et une appartenance à un monde arabe plus vieux, plus ancien que notre propre culture occidentale. Non, vous devriez interroger Kenneth Frampton. Alors, Frampton est un grand historien de l'architecture moderne, et Rem Koolhaas, je reparlerai de lui dans quelques instants à ce sujet, je n'en ai aucune idée. On lui demande quel est votre rapport à la culture arabe et elle commence par dire je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le rôle de cette culture dans la constitution de mon propre univers esthétique et architectural. Le background est arabe, j'en suis sûr, mais je ne sais pas où il est. J'ai l'habitude d'en rire, alors que Frampton et Koolhaas ne cessent de me parler de ça. Je suis babylonienne, 5000 ans de culture. En tant qu'irakienne, j'ai une conception de l'histoire très différente de celle d'un Américain. C'est sûr, c'est bien là. La culture vient de ces strates d'événements qui se sont succédés à travers les siècles, c'est une question de reproduction. Alors notez bien cette notion de strate, d'accumulation
d'une mémoire, de constitution d'une culture, selon un système quasi géologique de superposition des strates. Et dans la suite de la conversation, elle revient justement sur la question de la calligraphie. La calligraphie du plan, le développement du suprématisme, je vais y revenir, et cette idée de fragmentation du plan et de fabrication d'un nouveau plan, Alvin Boyarsky, Ken Frampton et Rem Koolhaas pensaient tous les trois qu'elle était liée à la calligraphie arabe. Cela n'a rien à voir avec l'organisation du plan, mais avec la fluidité de la plume, avec ces espaces très fluides qui semblent couler comme une ligne, comme une phrase. Et vous voyez qu'à nouveau, ce qui est évoqué, c'est la liquidité du geste d'écriture. On pourrait trouver ça chez cette même idée chez certains des meilleurs commentateurs de l'écriture chinoise, l'art du pinceau, l'art de l'encre dans son mélange avec l'eau, réunit sous son pouvoir quasi magique à la fois l'écriture proprement dite, mais aussi le lavis, la peinture et l'ensemble des inscriptions qui scellent le rapport des sociétés de la Chine au territoire qu'elles occupent. Alors, on a dans ce texte de 91 tout le miroitement de cet attachement de Zaha Hadid par le truchement de sa production graphique et picturale, toute la richesse de son rapport à cette culture arabe. Alors, je montrerai tout au long de mon exposé quelques portraits de Zaha Hadid parce qu'elle fut une femme rayonnante. Vous comprendrez tout à l'heure le rôle, ou en tout cas la place qui fut la sienne dans le monde du design, dans le monde de la mode et du stylisme. Et une part de sa notoriété est venue justement de la manière dont elle a ouvert son univers architectural à ces grands univers de la communication contemporaine. Je vais commencer par le deuxième commencement, si j'ose dire, à savoir sa formation d'architecte. Donc, elle entre à l'Architectural Association en 1972, et c'est à une époque où cette école est exceptionnellement brillante. Elle est placée sous la direction de Alvin Boyarsky, dont je citais le nom précédemment, qui a eu un double rôle dans cette école, celui de l'ouvrir à un recrutement non britannique, un recrutement international, celui de l'ouvrir notamment à des jeunes femmes, et celui de séparer la formation en architecture de la seule préparation à l'exercice du métier dans les agences d'architecture. Alors, ce n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui. Évidemment que dans les années 70, l'école d'architecture est l'héritière des grands mouvements innovateurs qui ont caractérisé l'histoire britannique de l'architecture après la guerre, mais pas simplement l'architecture, la musique, comme vous le savez, le design et l'ensemble des arts. Le génie de Alvin Boyarsky, ça a été de comprendre le rôle que pouvait jouer cette école au cœur de Londres dans cette émancipation de l'imagination créatrice dans l'univers de l'architecture. Il faut savoir que l'Architectural Association n'est pas seulement une école, c'est un club. Donc, on est membre de l'association, l'Architectural Association, et les locaux même de l'école sont pensés pas seulement comme un ensemble de classes et d'ateliers, mais aussi comme des lieux de réunion, des lieux de conférence,
Zaha Hadid disait elle-même qu'en réalité, dans cette école, on n'enseignait pas à proprement parler. L'école est constituée de units, de petits groupes, de petites classes, placées sous la houlette, oserais-je dire, de jeunes, souvent architectes, et toute la culture de l'école a consisté, notamment dans cette période exceptionnelle, à pousser les jeunes gens vers des positions innovatrices, vers la mobilisation des moyens les plus personnels d'expression du projet d'architecture. Autrement dit, l'école a largement tourné le dos à cette fonction qui est bien souvent celle des écoles d'architecture, à savoir d'être les antichambres du milieu professionnel. L'écart a été maximum à ce moment-là. Alors, vous reconnaissez au centre de cette image, dans l'une des salles de cette école qui se trouve Bedford Square, c'est-à-dire dans le quartier prestigieux de Bloomsbury, juste à côté du British Museum. C'est un endroit particulièrement brillant, particulièrement choisi, je dirais, et ce lieu de l'Architectural Association est à ce moment-là un véritable bouillon de culture. Zaha Hadid y fait la connaissance à ce moment-là de Rem Koolhaas, qui est son aîné de 6 ans. Rem Koolhaas, que l'on voit ici jeune, en compagnie de sa femme Madelon Vriesendorp sur l'image de gauche et en compagnie de Zaha Hadid sur l'image de droite. Zaha Hadid va cesser de reconnaître sa dette d'amitié à Rem Koolhaas, qui n'a cessé, lui, de l'encourager, de la pousser dans ses retranchements, de mettre en valeur justement ses productions graphiques et picturales, celles-là même qu'il qualifiait d'arabes. Voilà. Deux autres images de l'Architectural Association, plus ultérieures, Rem Koolhaas en conférence, le jeune Rem Koolhaas en conférence. Il faut savoir que Zaha Hadid entre à l'école en 1972, elle est diplômée graduate en 1977. En 1978, paraît le grand livre de Rem Koolhaas, Delirious New York, New York Délire, puisque le livre paraît en anglais et en français au même moment, livre qui lui a assuré un succès immédiat. Dans l'image de droite, vous voyez de nouveau Rem Koolhaas, Mohsen Mostafavi, qui fut lui aussi un grand directeur de cette école après la mort de Alvin Boyarsky en 1991. Il y a eu un petit intermédiaire, après quoi Mohsen, qui lui est un architecte iranien, a dirigé cette école avant de rejoindre à la fin des années 90 la Graduate School of Design de Harvard. Et vous voyez qu'il y a comme ça des circuits de transmission de la culture dans un univers qui est un univers anglais et américain avant toute chose, ce qui est important, puisque c'est un univers qui se constitue largement en dehors de l'influence laissée longtemps dominante de l'École des Beaux-Arts de Paris. On est vraiment dans un autre, je dirais, courant de transmission de la pensée architecturale. Sur cette même image à droite, vous voyez non seulement une Zaha Hadid quelque peu rêveuse, mais derrière elle, à moitié debout, je n'ai pas de repère, mais le personnage, pas celui qui est le dos au mur, mais celui qui est devant, qui lève la tête, c'est Patrick Schumacher. Patrick Schumacher a été très tôt le partenaire le plus proche de Zaha Hadid, et il est certainement, je dirais, l'agent de la transformation du travail architectural de Zaha Hadid dans les dimensions
que je décrirai tout à l'heure d'une très grande agence. J'ai oublié de dire que si pendant des années, le travail de Zaha Hadid garde une dimension quasi artisanale, avec un très petit nombre de collaborateurs, l'agence que dirige aujourd'hui Patrick Schumacher est une agence de 430 collaborateurs, c'est-à-dire une énorme agence. Et donc, je pense qu'il y a en réalité solution de continuité entre le travail qui a fait connaître Zaha Hadid et ce qu'est devenu l'agence Zaha Hadid Architects. Je m'en expliquerai aussi un petit peu plus tard. Alors, l'Architectural Association, je dirais, est loin aujourd'hui d'avoir cet extraordinaire prestige qu'elle s'était acquise dans les années 70, 80, voire 90, mais l'école continue d'avoir un recrutement très international et de bénéficier de ce climat très élitaire, il faut bien le dire, de ces locaux de Bedford Square, du square privé qui se trouve en face des bâtiments de l'école et où, comme vous le voyez, les étudiants profitent du beau temps londonien, car oui, il y a un beau temps à Londres. J'en viens maintenant à ce qui a été la source constamment revendiquée de l'esthétique de Zaha Hadid. Sa référence au suprématisme, c'est-à-dire à ce courant révolutionnaire des années 20 dans le monde russe, qui est aussi le monde de l'Ukraine, qui est aussi le monde de la Biélorussie, qui est représenté tout particulièrement par la personnalité de Malevich. Casimir Malevich produit une œuvre graphique et picturale dont il assume la vocation spatiale, sinon véritablement architecturale. Et vous allez voir dans quelques exemples que je vais décrire que la principale inspiration du travail de Zaha Hadid, c'est justement cette transition entre un univers de dessin, un univers graphique et la situation des éléments de ce dessin dans un espace qui n'est pas seulement un espace représenté, mais un espace à construire. Alors, vous la voyez ici lors d'une grande exposition consacrée par Tate Modern à Londres en 2014. Et la date est intéressante puisque quand Zaha Hadid défend son diplôme en 1977, c'est dans un rapport direct à l'œuvre de Malevich, et elle n'a cessé tout au long de sa vie de s'y référer. Alors voici deux œuvres de la série Supremus de Malevich. J'en dis quelques mots. Sur la figure de gauche, si vous êtes attentif à la disposition de ces signes graphiques, il vous apparaît qu'il se situe à des niveaux de profondeur spatiale qui nous permettent d'avoir de cette œuvre en 2 dimensions une perception qui est virtuellement en 3 dimensions. C'est-à-dire que cette représentation en profondeur de ces mêmes objets géométriques suggère une sorte de flottaison dans l'espace de ces objets. Et c'est certainement le point de départ de cette transition entre un univers de dessin, un univers qui s'inscrit sur le plan de la feuille du dessin ou sur le plan de la toile peinte, pour évoluer dans l'espace réel. Sur la figure de droite, Supremus 58, vous avez la superposition d'objets linéaires disposés plus ou moins selon des lignes parallèles et un objet sous-jacent ou une surface sous-jacente, en tout cas,
qui est dessiné à partir d'une double courbe. Alors, il y a chez Malevich une sorte de dialogue entre la tension propre à la représentation d'objets strictement rectilignes et la représentation d'objets qui, eux, sont curvilinéaires. Et c'est le signe d'infinité du dessin et de l'objet géométrique avec le monde lui-même, avec la Terre elle-même. C'est-à-dire que quand je parle de vocation spatiale du dessin, c'est une vocation cosmique. Il ne s'agit pas d'un espace abstrait, pas même l'espace en 3 dimensions des représentations conventionnelles de l'architecture, c'est de l'espace réel qu'il s'agit. Et cet espace réel est à la fois l'espace de la Terre que nous habitons et l'espace sidéral dans lequel notre planète se meut. Alors, je n'invente rien. Cette vocation du dessin était revendiquée par Malevich en particulier, qui n'a cessé d'évoquer la vocation spirituelle de l'art. Dans ce dessin, alors, la projection est un peu imparfaite, mais vous voyez que ces mêmes objets géométriques dessinés à plat, en quelque sorte, sur les images précédentes, sont dessinés ici comme des objets, comme des volumes. Et donc, ce passage à la volumétrie est l'expression du vœu de Malevich de faire évoluer le dessin et la peinture vers la représentation de l'espace réel. Et puis, dans ce recueil de dessins qui date de 1920, ce ne sont que des dessins, Malevich reprend ce dispositif ou ce diagramme qui juxtapose une série d'objets rectilinéaires et d'une ligne courbe. Le titre que j'ai voulu donner à cette intervention, quand je parle de ligne méridienne, fait directement allusion à cette ligne courbe qui pourrait être lue, en effet, comme la ligne d'un méridien terrestre, à cette nuance près qu'il s'agit d'un segment d'arc elliptique et non pas d'un arc sphérique, mais justement en matière de géométrie projective, suivant la distance à laquelle vous considérez un objet, vous le considérez selon une perspective qui peut vous faire voir un arc sphérique en arc elliptique. Donc, j'insiste beaucoup sur cette ligne courbe et vous verrez la persistance de cet intérêt pour la perspective curvilinéaire dans la production graphique de notre architecte. Ici, 2 objets, 2 maquettes ou 2 vues d'une maquette construite par Malevich, toujours. Il appelait ça des prunes. C'était la transformation justement en volume des objets précédemment représentés en plan. Et ce qui est assez significatif de ces volumes, c'est leur compacité, c'est-à-dire que ce sont des agrégats d'objets sans intériorité, c'est-à-dire sans expression architecturale de la relation entre un intérieur et un extérieur. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette absence d'intériorité de l'objet. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant, mais si je cite ces objets de Malevich, c'est parce qu'ils ont été l'objet du diplôme d'architecture défendu en 1977 par Zaha Hadid à l'Architectural Association. Et vous voyez que ce qu'elle peint, puisqu'il s'agit cette fois d'une peinture, ce qu'elle peint, c'est ce même prône reproduit de différentes façons sur une sorte de fond de plan qui n'est autre que la Tamise à Londres. Et l'indication est importante parce que Zaha Hadid, qui était londonienne, qui se vivait comme londonienne, avait une vision très particulière et très
avant-gardiste, je dirais, pour ne pas dire prophétique, du devenir de la capitale anglaise, en ce sens qu'elle disait le problème de Londres, c'est celui de la liaison entre le nord et le sud du fleuve, hein, North Bank, South Bank, et toute l'évolution récente de Londres a été justement une reconquête, une conquête urbaine de la rive sud de la Tamise. Et deuxième préoccupation, la dynamique d'expansion ou de développement de la ville vers l'est. Et vous verrez que ça a aussi beaucoup compté dans sa carrière. Je reprends ici cette image de son studio de Clerkenwell à Londres. Je la reprends à la fois parce qu'elle est interrogée à l'époque de l'exposition de Tête moderne sur Malevich, hein, donc elle commente l'œuvre de Malevich, et elle a conservé sur le mur de son studio pendant des décennies la peinture qu'elle avait présentée pour son diplôme en 1977. Alors, il est important aussi de rappeler l'importance de Lyubov Popova, c'est-à-dire qu'entre Malevich et Zahadid, il y a cette avant-gardiste russe qui est une femme et qui est peintre et qui représente dans sa peinture des intersections de plans, appelons ça comme cela. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un simple jeu plus ou moins cubiste de superposition des plans. Le devenir de cette représentation dans l'espace, c'est le devenir de plans qui se coupent les uns les autres ou qui surgissent les uns à partir des autres. J'en profite pour citer un excellent commentateur. Il a enseigné, je crois, au moins temporairement, à l'Architectural Association, mais il a surtout eu des liens constants avec ICA, qui est l'Institut d'art contemporain, né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à Londres. Voici ce qu'il dit à propos du suprématisme et à propos de son héritage, notamment dans l'œuvre de Zaha Hadid. Le suprématisme, donc, vous avez bien compris que ça renvoie principalement à l'œuvre de Malevich, fut un moyen improbable pour l'architecture. Donc le sujet, c'est bien le passage de cette avant-garde esthétique de la période révolutionnaire russe vers la culture architecturale. Ce fut une philosophie du désert, le blanchiment d'une tempête de neige sous laquelle l'horizon se perd et où tous les repères s'évanouissent. Malevich a soustrait la peinture au monde à travers une succession d'abandons. D'abord les objets, ensuite la distance, l'échelle et l'orientation. Finalement, dans White on White, blanc sur blanc, la profondeur picturale et la distinction figure-fond. Cette rupture restaure l'espace comme sujet de la peinture sans l'affermissement d'aucune perspective particulière. À la place, l'espace survient à la place de tout ce qui a été abandonné. L'espace, une sorte d'espace pur en somme, survient entre saillance et récession dans le néant. Alors, ces remarques de Brian Hatton sont tout à fait intéressantes. Il prend acte d'une caractéristique très profonde de l'art moderne et contemporain. C'est-à-dire que la dynamique de développement de l'art, ça a été souvent une dynamique d'abandon ou de retrait. Pensez à l'abandon de la figure dans la peinture abstraite. Pensez à l'abandon de la tonalité dans la musique atonale. Eh bien, quel en serait l'équivalent dans l'architecture? Peut-être l'abandon de l'échelle, c'est-à-dire d'un rapport prédéterminé entre différents ordres de grandeur, là où, au contraire, les aventures architecturales dont je parle sont entrées dans une économie qui n'est plus réglée
par les ordres hérités de l'histoire de l'architecture. Vous imaginez bien que c'est un immense sujet que je ne fais que mentionner au passage et qui à lui seul mériterait d'amples développements. Alors, un des tout premiers, sinon le premier projet connu de Zaha Hadid, cette participation à une compétition, un concours pour la résidence du Premier ministre irlandais. Alors, je rappelle que en architecture, on produit beaucoup de projets et qu'on construit relativement peu par rapport au nombre de projets que l'on a étudiés. C'est une sorte d'infortune de la profession d'architecte, mais c'est aussi le lieu d'une expérience constante de la recherche en architecture. Les agences d'architecture produisent des projets. Un petit nombre d'entre eux ont la bonne fortune de devenir des bâtiments. Mais quand je parle de la culture architecturale, il faut justement inclure non seulement les édifices construits, mais toute cette production peu visible au demeurant des agences. Zaha Hadid ne fait pas exception à la règle. Je vous rappelle qu'elle est diplômée en 1977 et le premier édifice construit par Zaha Hadid date de 1993. Et entre les deux, ce sont des concours, certains gagnés brillamment, ce sont des expositions, c'est une position dans le métier qui se constitue progressivement, voire une notoriété qui commence à s'imposer, avant que l'on passe dans l'univers de la construction proprement dite. Alors, notez simplement la vigueur des tracés. Lorsqu'on est en architecture, les traits sont des tracés. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que lorsque l'on dessine un plan, les traits de ce dessin sont en quelque sorte l'épure de l'édifice à construire. Donc la fonction n'est pas simplement une fonction de description, elle a aussi vocation à devenir prescription. Alors, cette vocation du dessin d'architecture vers l'épure fait qu'on aurait tendance à attendre du dessin d'architecture quelque chose de très normalisé, de très retenu, de très conventionnel, puisque le dessin d'architecture, lorsqu'il est destiné à la construction, est destiné à être lu et compris et interprété par des constructeurs qui ne sont pas des concepteurs. Bon. Eh bien, cet immense espace de liberté qu'a favorisé l'Architectural Association est au contraire un espace dans lequel les jeunes architectes ont été invités à concevoir à nouveau frais l'espace de représentation de l'architecture. Et dans le cas de Zaha Hadid, ce sont les ressources non seulement du dessin, mais de la peinture qui se sont trouvées mobilisées. Alors, dans cet espace mental, un des aspects les plus remarquables, c'est ce que j'appellerais la réversibilité du plan et de la coupe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque on construit un édifice architectural, sa représentation, le moyen de représentation est commandé par ce que l'on appelle le géométral. Le géométral, c'est la cohérence géométrique des vues d'un bâtiment en plan et en section. Si ce que vous voyez en coupe ne correspond pas à ce qui a été dessiné en plan, il y a un problème, évidemment. Or, dans toute une génération récente d'architectes, d'une part, cette convertibilité, en quelque sorte,
du plan et de la coupe est assurée par les calculs automatiques de l'ordinateur, et parallèlement, l'imagination spatiale de l'architecte se trouve libérée et s'aventure dans un espace dont la géométrie est en quelque sorte pluralisée. Donc la question, la préoccupation n'est pas d'assurer la cohérence géométrique a priori des différentes vues d'un bâtiment possible. La question, c'est comment développer une imagination du plan, une imagination de la coupe, une imagination des différentes strates de l'édifice dans l'espace. Dans cette peinture qu'elle dédie à Alvin Boyarsky, directeur de l'école, on voit cette inscription cosmique du dessin à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Vous voyez que la surface d'inscription est une surface sphérique, que l'horizon est un horizon terrestre ou planétaire, que les lignes qui structurent cet espace sont des lignes qui sont inscrites sur une surface réelle, très éloignée de l'espace très abstrait, très plan, très géométrique du dessin d'architecture tel qu'on a l'habitude de le voir et de le lire. Là, la préoccupation, c'est d'assurer cette inscription cosmique du tracé, de prendre en compte dans le dessin non pas un seul plan qui serait réduit à la cote zéro, mais un sol épais, un sol profond, un sol sur lequel s'érigent des objets qui se dressent vers le ciel, des objets qui sont assujettis aux forces de la nature et à la plus puissante d'entre elles, la gravité. Donc, le paysage dessiné, non seulement est ce paysage cosmique auquel je fais allusion à l'instant, c'est en même temps un paysage habité, c'est-à-dire un paysage urbain, un paysage de la multitude des édifices qui se côtoient à l'intérieur de la ville. Alors, il faut savoir que l'obstination de Zaha Hadid dans ce travail de dessin et de peinture, je ne montre que quelques exemples, les plus beaux ont été beaucoup exposés, mais sachez que derrière chaque dessin, chaque peinture, ce sont des dizaines, des centaines de dessins, car il ne s'agit pas simplement de satisfaire une sorte de besoin esthétique, il s'agissait d'étudier en profondeur des potentiels d'architecture dans l'espace réel. Quelques détails de ces précédentes représentations et j'en arrive tout de suite à un projet qui a valu à Zaha Hadid une première reconnaissance internationale. Je veux parler de sa participation à un concours qui a eu lieu donc au début des années 80 pour la construction de ce Peak Club de Hong Kong. L'île Victoria à Hong Kong, c'est une montagne. Selon une tradition très ancienne, en principe, on ne construit pas sur le relief. Nous autres aimons construire sur le relief parce que pour des raisons défensives ou pour des raisons de qualité des vues que l'on a sur le lointain. En Asie, même s'il existe des contre-exemples, on ne construit pas sur le relief. Et aujourd'hui encore à Hong Kong, en dehors d'un très petit nombre de constructions manifestement dérogatoires par rapport à cette tradition, le haut du relief est nu, il est occupé par la nature. Néanmoins, à l'époque, on développe un projet à vocation touristique essentiellement, d'accueil au sommet de la montagne du public, et c'est à cette compétition que Zaha Hadid participe. Il y a 600 contributions au moment de ce concours et elle gagne le premier prix. Et elle gagne le premier prix
dans un projet dont la représentation est tout sauf conventionnelle. C'est essentiellement cette peinture. Alors, vous voyez la montagne, vous voyez la mer, vous voyez la ville très densément bâtie en bordure de la mer, et vous voyez un objet architectural incrusté en quelque sorte dans le sommet de la montagne. On le voit un petit peu mieux ici. Et cet objet incrusté dans le relief de la montagne, c'est-à-dire un objet qui prend son essor depuis la profondeur du sol, depuis la structure géologique du sol. Cet objet dit que son rapport au sol, c'est un rapport à un sol lui-même stratifié, lui-même constitué d'une multitude de couches, et le projet lui-même projette dans l'espace une multitude de couches, comme vous allez le voir dans des dessins suivants. L'autre aspect de ce dessin, c'est l'extrême fragmentation de l'espace, c'est-à-dire à l'opposé de la compacité propre à la ville dense d'aujourd'hui, il y a une sorte d'émiettement et comme un travail de différenciation interne à l'œuvre au sein de cette ville moderne entre toutes qu'est Hong Kong. Voilà une autre représentation. Alors, le projet, dans ses principes architecturaux le plus simple, c'était plusieurs barres, slabs en anglais. Slab, c'est à la fois la barre, comme on le dit, dans un grand ensemble, c'est aussi une poutre. C'est vraiment cette sorte de parallélépipède habité qui est une des expressions élémentaires de la volumétrie en architecture. Et ces barres sont à la fois superposées et orientées selon des directions différentes. J'ai souvent regardé les dessins de Zaha Hadid un petit peu comme un jeu de Mikado. Vous savez, ces baguettes qu'on laisse s'étaler sur une table, elles sont toutes semblables dans leur géométrie et dans leur longueur, mais elles viennent s'empiler dans une multitude de directions. Eh bien, l'esprit du dessin de Zaha Hadid, c'est un petit peu celui-là, une sorte d'éclatement dans l'espace qui révèle la puissance de l'architecture. Autre dessin, peut-être dans lequel on distingue un petit peu plus directement cette superposition des niveaux. Et dans cette superposition des niveaux, il faut être attentif aux intervalles. Voilà. C'est-à-dire que l'architecture ne travaille pas seulement avec du plein, elle travaille avec du vide. L'intervalle, dans le monde de l'architecture, a une valeur équivalente, si vous voulez, à l'intervalle dans l'univers de la musique. La musique n'est pas faite de sons continus. La musique est structurée par des intervalles entre les sons, entre les notes, qui qualifient un rythme, qui qualifient une écriture. Bon. Eh bien, je ne crois pas que Zaha Hadid ait été spécialement musicienne, mais la conception de l'intervalle dans l'architecture de Zaha Hadid me fait, moi, irrésistiblement penser aux questions que les grands compositeurs contemporains n'ont cessé de poser et de rencontrer. Alors, je vais rester dans des limites raisonnables, donc on ne va pas commenter indéfiniment ces dessins, mais retenez au moins cette idée, que la superposition, ce n'est pas un empilement, la superposition, c'est un écart dans l'espace entre des objets, écart qui ménage à chaque fois un vide, qui ménage plusieurs couches de vide, si l'on peut dire. Alors, c'est toujours le même projet du Peak Club de Hong Kong, et j'en donne quelques exemples pour que vous voyez à quel point ces dessins sont travaillés. Il ne s'agit pas d'une illustration, il s'agit véritablement d'un acte de recherche. Et vous voyez dans cette vue que j'aime beaucoup, à la fois la représentation du sol dans son épaisseur, dans sa structure propre,
et la représentation des différents plans au-dessus du sol tels que l'architecture les projette. Regardez, alors ce sont des dessins qui font partie du même corpus, regardez dans la figure du bas, on est très près des dessins de Malevich que je montrais en commençant, c'est-à-dire des traits extrêmement fins, extrêmement tendus, et puis tout un système d'objets qui semble graviter autour des traits, ou en tout cas des directions principales. Plus le dessin s'enrichit, plus la recherche s'approfondit, plus le dessin est marqué par, je n'aime pas le mot, mais je vais l'employer, je vais déroger à une règle que je m'impose généralement, c'est le mot complexité. C'est-à-dire que dans l'accumulation des traits, dans la superposition des traits, dans la recherche d'une cohésion possible entre les vues distinctes d'un même projet, il y a un effet qui est produit, qui est un effet d'extrême densité du dessin. Et on peut dire que Zaha Hadid partage cette culture du dessin avec nombre d'architectes de sa génération. Je vais y venir dans un instant. Peut-être est-il temps d'introduire ici un point de vue tout à fait important, qui est celui de Patrick Schumacher, dont je parlerai un peu tout à l'heure. Patrick Schumacher, donc partenaire très précoce du travail de Zaha Hadid dans son agence, et aujourd'hui directeur de l'agence Zaha Hadid Architects. Les trois apports, écrit-il, de Zaha Hadid à l'architecture, c'est 1. La traduction en dessin d'architecture de croquis calligraphiques et de leur dynamique curvilinéaire, ce que je viens de développer, c'est-à-dire un art du dessin qui trouverait sa source dans la calligraphie et qui se trouverait ici au service d'une vision en mouvement, et d'une vision en mouvement qui échappe à ce qu'on pourrait appeler la tyrannie de l'angle droit. Alors, c'est très important parce que l'architecture moderne n'a cessé de faire l'apologie de l'angle droit. Le Corbusier a écrit tout un livre qui s'appelle « Le poème de l'angle droit ». Et on peut dire que les architectes de cette génération se sont émancipés de cette tradition en recherchant au contraire toutes les potentialités d'une architecture échappant à cet ordre de l'angle droit. Deuxième apport, des espaces picturaux, donc des actes de peinture, dans lesquels des constructions à perspectives multiples se fondent dans une texture dynamique continue. L'expression est un peu lourde, pardonnez-lui, mais voyez l'idée, c'est contrairement à une tradition qui remonte à la Renaissance, c'est-à-dire une tradition qui admet que la construction de l'espace suppose une sorte de rectification de la vision de l'espace, en tout cas une unification à partir d'une perspective centrale. Là, on a au contraire le déploiement d'une multitude de perspectives, une multitude de directions, comme si le renouvellement de l'architecture venait et de cet abandon de la perspective centrale et de sa soumission à un ordre unitaire. Et puis l'introduction de gradients dans le répertoire de l'architecture. Alors là, c'est une espèce de plaidoyer pro domo, puisque l'intérêt pour les gradients, en réalité, c'est l'intérêt pour le dessin vectoriel et les immenses possibilités de calcul qui lui sont associées. C'est-à-dire que toutes les grandeurs qui sont manipulées par l'architecture sont des grandeurs variables. Et le dessin d'architecture, le calcul en conception architecturale
en conception architecturale consiste à jouer de cette variation, de cette variabilité des grandeurs impliquées dans le projet. Alors, je dis c'est un plaidoyer pro domo parce que, comme je le dirai un petit peu plus loin, Patrick Schumacher a été l'artisan d'un passage de l'agence de Zaha Hadid, de cet héritage finalement assez artisanal, en tout cas artistique du dessin, à une industrie de conception liée à l'usage massif du calcul d'ordinateur. Autre héritage, ce dessin encore précoce de 1985, qui reprend ce que je disais tout à l'heure à propos de l'intelligence que Zaha Hadid avait du paysage londonien. Ici, il s'agit de nouveau d'une compétition sur l'aménagement de l'une des places les plus fameuses de Londres, Trafalgar Square. Et vous reconnaissez dans le dessin à la fois l'église de St. Martin-in-the-Fields, la colonne Nelson, le dôme de la National Gallery, mais vous voyez que le cadre de réflexion est élargi aux dimensions de la ville, on pourrait dire, puisqu'à l'horizon, on voit la ville dense qu'elle appelle de ses voeux à l'est de la ville, et puis surtout la Tamise que l'urbanisme qu'elle préconise devrait traverser. On doit à Zaha Hadid des projets de ponts habités au-dessus de la Tamise, mais je n'en dirai pas davantage. Alors, ce qui est tout particulièrement intéressant dans sa contribution au projet de Trafalgar Square, c'est que justement, elle essaie de représenter un espace profond. Et très souvent, on se contente de représenter le sol, le terrain, comme s'il était réductible à une seule ligne. Comme je le disais précédemment, le sol est profond. C'est particulièrement vrai de la ville moderne dense, qui va chercher dans son sous-sol les ressources de son propre développement. C'est une signification très radicale du métro, du métropolitain. Et dans ce projet, concernant l'aménagement de la place, elle dessine cet enfoncement ou cet enracinement du projet dans la profondeur du sol, et elle le fait avec des moyens picturaux tout à fait admirables, puisque cette pénétration dans la profondeur du sol est représentée ici comme une série d'arêtes, en quelque sorte, de lames coupant le sol. Ce dessin a eu une postérité dans d'autres concours. Je pense au concours pour l'aménagement du Centre des Halles à Paris, où il y avait aussi cette idée de retrouver la cohérence du centre de la ville dans la stratification de son sous-sol. J'en viens à une nouvelle citation, cette fois une citation de Mark Wigley, qui est un historien de l'architecture, qui dit dans un article pour le magazine Art Forum, après la mort de Zaha Hadid, qui dit ceci. J'ai mis le texte anglais parce qu'il est, comme souvent en anglais, particulièrement compact et dense. Je vous en propose la traduction suivante. Cette architecture, celle de Zaha Hadid, est un manifeste entièrement voué à bâtir le sens d'un saut dans le vide. Alors, je parlais du vide tout à l'heure. C'est un vide qui, là encore, a une signification spatiale, et pas seulement spatiale, une signification intellectuelle et spirituelle. C'est très présent dans la pensée de Malevich, et on peut admettre que c'est présent aussi dans la conception développée par l'architecte Zaha Hadid. Bien entendu, une fois construite, l'architecture de Hadid n'est jamais un simple lieu dans lequel les gens se déplaceraient comme à l'intérieur d'un contenant, c'est le cœur d'un tourbillon, un vortex,
le cœur d'un tourbillon au milieu duquel la place de celle ou celui qui occupe cet espace est réinventée. Alors, c'est une assez jolie formule parce que la dynamique du projet d'architecture, ce n'est pas simplement une dynamique externe, une dynamique du bâti. C'est celui qui habite l'architecture, qui est entraîné dans un mouvement, et on va découvrir deux exemples effectifs dans les architectures qu'elle a construites. Auparavant, et c'est pour ça que j'introduisais cette citation de Mark Wigley, je voudrais mentionner une exposition très importante au MoMA, Museum of Modern Art à New York, de 1988. Donc, c'est encore une date très précoce dans la carrière de Zaha Hadid, une exposition qui est conçue conjointement par le grand Philip Johnson, qui faisait la pluie et le beau temps sur les architectes modernes, et Mark Wigley lui-même, que je viens de citer. Cette exposition, qui s'appelle Deconstructivist Architecture, a réuni à New York justement non pas une génération, il faudrait dire une génération et demie, peut-être deux générations d'architectes qui ont été exemplaires de ce renouvellement du langage de l'architecture. Alors, deux sont absents sur la photographie que je vous présente, et pas des moindres. Il s'agit de Frank Gehry, qui est né en 1929, à qui on doit en France, comme vous le savez, la fondation Louis Vuitton à Paris. Et le deuxième absent, c'est Peter Eisenman, qui a été le grand intellectuel du monde de l'architecture aux États-Unis et principalement à New York, puisqu'il avait créé un institut d'études sur l'architecture et l'urbanisme qui a eu une carrière extrêmement importante. Sur la photo, vous voyez de gauche à droite Bernard Tchoumi, le lauréat du concours pour l'aménagement du parc de la Villette à Paris, Helmut Swisinski et Wolf Prix, qui avaient constitué un groupe qui s'appelle Kop Himmelblau, qui est un groupe autrichien connu pour quelques projets, mais connu aussi pour une écriture architecturale d'une extrême densité, dont je ne montrerai pas d'exemple cet après-midi, mais il participe à cette sorte d'apogée du dessin d'architecture au moment où celui-ci va être de fait abandonné au profit du travail sur ordinateur. À côté de Wolprix, Daniel Libeskind. J'avais pensé à un moment donné à introduire des dessins de Libeskind pour voir qu'il y a en effet une sorte de communauté d'appartenance. C'est une culture du dessin qui est partagée. Daniel Libeskind n'a pas été ni l'élève ni enseignant même à l'Architectural Association. Il a beaucoup enseigné à Cranbrook aux États-Unis, mais il y a un effet de génération qui est très puissant. À côté de lui, la jeune Zaha Hadid, derrière eux, Rem Koolhaas, et à droite, Mark Wigley, qui était le curateur de cette exposition fameuse. Fameuse parce que c'est elle qui a porté les couleurs de ce qu'on a appelé à l'époque le déconstructivisme, qui était à la fois une sorte de recueil de l'héritage constructiviste de la Révolution russe et le recueil de l'héritage critique en littérature du déconstructionnisme de Jacques Derrida en France. Un projet majeur. Alors, vous voyez, vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué sur cet horizon méridien de l'espace cosmique ou planétaire représenté par Zaha Hadid. Et vous voyez que le projet qui va être un projet construit cette fois, qui est celui de la caserne de pompiers du site de Vitra à Weil am Rhein en Allemagne, à côté de Bâle et de Mulhouse. Ce projet est entièrement, je
je dirais, assujettis à la force de ce que j'ai appelé les lignes méridiennes de Zaha Hadid. Comme si le projet d'architecture, l'édifice construit, l'objet architectural, n'était qu'une section de ces grands arcs qui sont inscrits sur la surface de la Terre. On le voit très bien sur cette maquette par rapport à ce dessin-là. On a l'impression d'une simple section dans un arc qui se prolonge à travers tout le paysage. Et voici le bâtiment tel qu'il est livré en 1993, qui était destiné à accueillir une station de pompiers pour le site de Vitra. Vitra, c'est un petit peu le grand espace d'exposition en design particulièrement prestigieux. Le site de Vitra avait été victime d'un sinistre important et donc les dirigeants de l'entreprise avaient conçu le projet de cette caserne qui fut construite par Zaha Hadid. Alors, la caserne n'existe plus en tant que telle aujourd'hui parce que les services de secours ont fait l'objet d'une réorganisation à l'échelle de la ville. C'est devenu un espace d'exposition, mais lorsque j'ai visité ce bâtiment peu après sa livraison, c'était une caserne et c'était un objet architectural absolument étonnant dans la mesure où à l'intérieur même de l'édifice, on ressentait cet étirement linéaire et curvilinéaire au service d'une intersection des espaces et d'une projection de ces espaces, les uns vers les autres et tous ensemble vers l'extérieur. Vous voyez sur le reflet de cette lame qui sert de division entre les espaces, la présence d'édifices extérieurs. Je déplore souvent, d'ailleurs, dans les photos d'architecture, la volonté des photographes de séparer l'objet de tout ce qui l'entoure. C'est une vision très fausse des choses, notamment s'agissant des bâtiments de Zaha Hadid, qui c'était exemplaire dans le cas de la station de pompiers de Vitra, qui, au contraire, tire sa force de l'espace vers lequel l'édifice se projette lui-même. C'est-à-dire qu'on est inscrit dans une relation avec un paysage, avec des voisins, tout simplement, avec d'autres édifices que celui-là. Et les magazines d'architecture, je ne sais pour quelle raison, ne donnent le plus souvent que des images redressées qui ont pour effet visuel de couper l'architecture de tout ce qui l'entoure. Alors, c'est une vision, à mon avis, catastrophique. Bien, alors, vous trouverez en ligne ces informations sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder, qui montrent l'énormité de la production de l'agence d'architecture de Zaha Hadid dans les années récentes. C'est une partie, je vais vous expliquer bientôt pourquoi, qui m'intéresse moins que les projets précurseurs dont je parle à propos de la station de pompiers de Vitra et dont je parle à propos d'un bâtiment assez extraordinaire qui est le MAXXI, le Musée national des arts pour le XXIe siècle, livré à Rome en 2010. Alors, je m'attarde quelques instants sur cette image parce qu'elle me paraît très riche d'enseignements. Vous voyez que le projet, ce bâtiment étrange au milieu de l'image, vient s'inscrire dans une structure urbaine extrêmement régulière. Extrêmement régulière, mais non pas dépourvue de diversité, puisqu'on est à la fois dans une zone d'activité, on reconnaît les usines avec leur toit en forme de chèvre, on voit des immeubles d'habitation, on voit une orientation du système de voies, on voit dans le coin supérieur gauche de l'image un bâtiment de Nervi, qui est une sorte de petit palais des sports, donc objet moderne s'il en est. Et vous voyez, quand on retourne cette vision aérienne,
vous voyez la courbe du Tibre, hein, qui est là encore une indication de l'inscription de l'architecture et de l'architecture urbaine dans un paysage réel, dans un paysage qui n'est pas un paysage abstrait, qui n'est pas un paysage que l'architecture aurait pour objet de redresser ou de rectifier. Donc ce bâtiment est un bâtiment fait de lignes entrelacées, superposées, se chevauchant les unes les autres et ouvre aux visiteurs des espaces de visite tout à fait particuliers. Vous voyez encore cette image, la présence de cette ligne courbe, de ces lignes courbes, la présence dans le même dessin d'une représentation au centre du projet, en quelque sorte en miniature, et la représentation en grand des lignes directrices de l'architecture qui va être construite. Je passe parce que je vois que l'heure avance, je ne veux pas abuser de votre patience. Quelques images de l'intérieur de l'espace d'exposition. Donc, ce principe de superposition et d'entrelacement devient dans l'espace construit la superposition d'escaliers, de volets d'escalier, de rampes, de galeries, les unes par-dessus les autres, soulignées dans la perception que l'on a de cet espace par des sous-faces de rampes, de galeries ou d'escaliers qui sont éclairés, comme vous le voyez, hein, et qui créent évidemment une ambiance lumineuse tout à fait extraordinaire. Alors, la limite qui est atteinte ici est la suivante, c'est que l'architecture y est si puissamment présente, hein, qu'il est en réalité extrêmement difficile d'y concevoir une exposition. J'ai visité en particulier une exposition passionnante sur les radicaux italiens des années 70. C'est une production essentiellement conceptuelle, hein, des documents de papier, des petites maquettes, etc. Et tout ça a été en réalité écrasé, hein, par la puissance de l'architecture. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne ferai pas de cet édifice l'exemple par excellence de ce que peut être un musée, mais force est d'observer que la puissance de l'architecture y est exprimée à l'intérieur davantage encore qu'à l'extérieur. Ça n'est pas l'esthétique de l'objet en tant que tel qui est ainsi louée ou célébrée, c'est la manière dont l'espace visité, l'espace parcouru, traversé, habité, se trouve amplifié dans ses effets sensitifs par les formes construites. On finit cette image par cette séquence, par ce double portrait de Zaha Hadid et de Patrick Schumacher pour introduire en sous-main une hypothèse que je n'ai malheureusement pas le temps de développer, à savoir qu'il existe au cœur de ce travail architectural et au cœur de cette collaboration une sorte de pacte faustien. Il y a dans la transformation de cette agence de production d'architecture qu'est Zaha Hadid Architects, un passage d'un univers qui est un univers mental, intellectuel, voire spirituel, assuré par le dessin et la peinture, à une unité de production, appelons cela comme cela, qui a eu à se mesurer à des programmes gigantesques et qui a produit des objets énormes. Donc, je ne parlerai pas, tant il me semble que, contrairement à ce qui est revendiqué par Patrick Schumacher, il n'y a pas de continuité en réalité. Il y a une sorte de fait de captation d'héritage au profit d'une culture de la conception architecturale très actuelle, incontestablement, qui est fondée sur la puissance de calcul
est fondée sur l'illusion que grâce à cette puissance de calcul, tout est possible. Alors, on passe, si vous voulez, de cette tension suprématiste dont je parlais au début à une architecture de la puissance qui me semble être en réalité à l'opposé des idéaux inspirateurs des origines. Alors, ce sont des accusations terribles que je suis en train de proférer. Il me faudrait du temps pour les justifier et me défendre des accusations qui ne manqueraient pas de se lever. Un très bel objet que je cite en passant, grand projet aussi, c'est l'Opéra House de Guangzhou, l'Opéra de Canton, qui est construit, livré en 2010, au milieu du nouveau centre-ville de Canton. Canton est une métropole absolument gigantesque et extrêmement impressionnante. Le centre de la ville a été déplacé largement. Ce centre-ville est fait de grandes tours, de gratte-ciel, d'immeubles de bureaux puissants, de représentations d'entreprises de toutes sortes. Et en bordure du fleuve, un espace a été dévolu à la construction de cette maison d'opéra. Vous voyez dans cette vue de l'intérieur qu'on reprend cette même esthétique de la ligne brisée, de la perspective courbe, de l'envolée de l'espace grâce à ces volets d'escalier. Et vous voyez ici une image que j'extrais tout simplement des images satellites de Google Earth, c'est-à-dire ce double objet pensé comme un double rocher sur les bords à la fois du fleuve et du quartier en question. Sur l'image de droite, d'ailleurs, j'ai fabriqué cette représentation. À droite, c'est une image extraite des images satellites, puisque quand vous descendez près du sol, le médium vous livre des images qui sont quasiment des street views de l'espace réel. Et vous avez cet immeuble à l'arrière-plan, je n'ai pas d'index, un immeuble à l'arrière-plan avec un avant-corps. Et cet avant-corps sert de support à cette représentation dans le bas de mon image du plan, ou d'une partie du plan de la ville de Guangzhou, qui m'a convaincu qu'il y avait une conscience partagée de la figure urbaine, c'est-à-dire du dessin que forme la ville dans son rapport à son propre paysage et dans son rapport à son fleuve, à ses rivières, à ses canaux. Donc voilà, c'est juste ça que je tenais à souligner. Rapidement, parmi les projets récents, ce projet en Azerbaïdjan, qui est un grand centre culturel en rupture flagrante, évidemment, avec l'environnement conçu selon les principes de l'urbanisme stalinien. Le contraste est évidemment assez violent. Et j'en viens à un projet que j'ai visité tout récemment en France, à Montpellier, le projet Pierre Vive, très étrange, et qui me semble avoir été précédé par un autre projet qui est celui pour le concours pour la construction de la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal. Alors, c'est un concours perdu, mais parmi les sujets d'intérêt, si vous voulez, dans la connaissance d'une agence d'architecture, il est tout à fait intéressant de voir comment la pensée des projets migre, la pensée de l'architecture migre d'un projet à l'autre, et qu'un projet perdu est en fait incorporé à la logique de conception d'un autre projet qui, lui, peut-être sera construit. Et c'est ce projet de la Bibliothèque nationale du Québec, avec son système de plateaux superposés et de plateaux débordant les uns par-dessus les autres. Vous en voyez ici une maquette peut-être plus facile à lire, qui me fait comprendre la logique architecturale de cet énorme ouvrage du département de l'Hérault à Montpellier, qui accueille à la fois les archives du département, une très grande médiathèque, des services attachés au sport, etc. Alors oui, c'est un bâtiment qui est très lourd en réalité, très épais, et que je reconnais comme
étant un peu dans la filiation de ce projet étudié pour Montréal. J'ai tout fait en le photographiant pour adoucir autant que se peut l'impression donnée par ce bâtiment. Je ne suis pas sûr d'y être parvenu. Je finis par évoquer la figure de la star qui a été Zaha Hadid par quelques images. Celle-ci en particulier que j'aime beaucoup, elle n'a pas encore été anoblie par la reine, mais elle est là dans une réception de la reine à Buckingham Palace à l'occasion de la distribution de prix. Et vous voyez, c'est une image que j'aime beaucoup parce qu'elle est en présence de la reine, elle est en présence de Chris Patten, Lord Patten, qui est un personnage éminent du royaume, représentant du Royaume-Uni auprès des institutions européennes, et Zaha Hadid exprime une gaieté incroyable. Et ce détail m'a beaucoup étonné. Regardez, elle est en présence de la reine, quasiment pieds nus. Je trouve que ça dit beaucoup du style personnel de cette femme, richement habillée, toujours richement habillée, somptueusement habillée, même souvent, et puis elle est pieds nus comme si elle sortait de sa tente. Alors, j'arrive près de la fin de mon exposé pour insister sur le fait que cette femme a connu un cursus honorum absolument extraordinaire, c'est-à-dire elle a été exposée dans les endroits les plus prestigieux, et notamment ici en 2006, elle a droit à une rétrospective de son œuvre graphique et peinte au musée Guggenheim de New York. La voici dans une conférence, toujours à l'occasion de cette exposition sur Malevich à Tête moderne. Plusieurs images, dont à gauche un portrait d'elle par le grand photographe Irving Penn. Elle a eu des relations très suivies avec le magazine Vogue. Elle a eu des relations très suivies avec Karl Lagerfeld à la tête de l'empire de Chanel, pour qui elle a construit un pavillon qui a été présenté dans différents pays et à Paris notamment. Et je finis par cette pièce présentée dans une exposition de cette année à Londres, une exposition dont l'objet était de commencer de traiter une partie du fonds d'archives de Zaha Hadid. Donc, ce sont des étudiants du Courtauld Institute of Arts qui ont eu la tâche de choisir, de sélectionner dans le fonds d'archives des pièces particulièrement significatives de l'art de Zaha Hadid. Et cette pièce-là est particulièrement intéressante puisque c'est précisément la vision de Londres par Zaha Hadid. Vous voyez en particulier le soin qu'elle a mis à représenter l'Est de Londres, toujours selon cette même logique à la fois curvilinéaire et fragmentée. Et j'agrandis ici l'image. On retrouve, alors c'est un dessin qui est précoce dans l'œuvre, mais Zaha Hadid s'était beaucoup réjoui du fait que dans les années, voire les décennies qui ont suivi ces dessins précurseurs, on a installé les Jeux olympiques de 2012 à l'est de Londres. On a développé en effet des quartiers entiers, non seulement dans l'est de Londres, mais aussi au sud de la Tamise. Et mais fini. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Attali, pour cette belle conférence qui nous a... Peut-être. On va avoir un temps de questions un peu rapide, peut-être, parce qu'on a... Je ne sais pas s'il y a des questions en présentiel ou en distanciel, mais ça va être le moment de les poser. Voilà, tout simplement. Laurence, moi j'aurais une question, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu me vois. Oui, si je te vois. Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur, parce que vous nous avez entraînés dans vraiment un univers vraiment magique, je dirais. Enfin, c'était formidable. Il y a juste
un nom d'écrivain français que je n'ai pas réussi à comprendre. C'est juste avant que vous ne parliez du site de Weil am Rhein, vous aviez parlé de l'exposition à New York d'architectes Deconstructivist Architecture, et vous aviez dit que tous ces artistes et en fait composaient l'héritage russe après Malevich et celui de l'écrivain français Jacques, et là je n'ai pas compris la suite. Derrida, Ah, le philosophe. d'accord, Derrida, le philosophe. D'accord, merci beaucoup. Alors, Oui. il y aurait beaucoup à dire sur les liens en réalité assez compliqués entre les pratiques d'analyse littéraire et philosophique de Jacques Derrida et puis cette culture très puissante de déconstruction des principes de l'architecture qui s'est illustrée notamment à l'occasion de l'exposition du MoMA en 1988. C'est une longue histoire, mais une histoire qui est passionnante parce que ce sont des années pendant lesquelles Jacques Derrida entretient une correspondance, notamment avec Peter Eisenman, correspondance qui a été publiée en français, hein, qui est disponible, et qui est faite de, je dirais, d'intelligence réciproque et d'incompréhension réciproque. Est-ce qu'il y a en présentiel, il y a peut-être des questions aussi? Je n'ai qu'un regret, je terminais ma présentation. Non, mais après, j'avais un somptueux portrait de Zaha Hadid habillé par Issey Miyake. Et puis l'image a sauté, je ne sais pas pourquoi. Mince. Là, vous nous mettez l'eau à la bouche et puis… Je vous l'enverrai. D'accord, merci. Alors, en fait, c'est son côté orientaliste, enfin, avec ce goût de la calligraphie, avec ses méridiennes. Comment est-ce que vous établissez des ponts entre tout ça en fait? Alors, c'est toute la difficulté parce que la calligraphie, elle dit elle-même, ce sont mes proches amis qui ne cessaient de me renvoyer à la culture arabe de la calligraphie. Elle ne le revendiquait pas elle-même. Quant aux lignes méridiennes, c'est le titre que moi je donne, c'est-à-dire c'est une interprétation, parce que, si vous voulez, en tant que philosophe, je suis attaché à cette dimension cosmique de la pensée de l'architecture. Et donc, les dessins qui soulignent cette inscription du tracé d'architecture dans la réalité du paysage de notre terre, ça me semble extrêmement important. Voilà. Et je trouve que cette qualité de ligne méridienne se lit déjà dans les dessins de Malevich, si Malevich lui-même ne les interprète pas directement de cette façon. Vous avez dit en milieu comme ça, qu'il y avait une suite de ce cabinet d'architecture qui est en réalité, selon vous, en rupture avec ce qui précède. Mais ça veut dire que ce qui précède est porté par ce qu'on peut appeler une éthique d'abord justement de cette vision cosmique. À partir du moment où c'est la technique qui prédomine, évidemment, on a du mal à retrouver, je pense, ces choses-là. Mais je crois, l'enjeu contemporain aujourd'hui de tout un tas de projets. Il ne s'agit pas d'arrêter les recherches pour revenir à supposer état supérieur, mais en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça, je crois que vous avez vraiment mis le doigt là-dessus, c'est très important. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce que la préparation de cet exposé m'a apporté, c'est justement une prise de conscience de ce que j'ai appelé imprudemment le pacte faustien, mais il me semble qu'il est au cœur de la culture contemporaine de l'architecture. Parce que si vous voulez, l'architecte, surtout l'architecte qui cherche la notoriété, disons les choses simplement, inéluctablement, va s'approcher des maîtres d'ouvrage, des commanditaires les plus puissants, les plus riches et les plus puissants. Et là, il y a une forme de pacte avec un risque considérable de perte de
cette inspiration à laquelle j'ai consacré mon exposé de cet après-midi. Mais en réalité, les choses sont mélangées. Il n'y a pas signe chez Zaha Hadid d'un refus de cet univers de la puissance et du prestige, pas du tout. Elle y entre complètement via l'univers de la mode, via l'univers du design, via l'univers des médias. Il n'y a aucune réticence de sa part, si vous voulez. Mais je trouve que la manière dont Patrick Schumacher justifie et légitime les positions professionnelles qui sont les siennes aujourd'hui ne sont pas, quoi qu'il en dise, dans la continuité de cet héritage artistique. Est-ce que je peux me permettre une question, enfin plutôt une remarque? Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui, l'image que vous venez de projeter à la fin sur la partie est de Londres ressemble à l'inscription de la dalle funéraire. Ah ben, Assez vaguement, mais quand même, il y a une espèce de parallélisme que je voulais soulever. Et je voulais vous remercier parce que c'est une œuvre quand même relativement hermétique, mais qui reste dans l'ère du modernisme. Et grâce à votre explication sur sa culture, je pense qu'on peut y accéder plus facilement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de votre remarque qui me permet d'en ajouter une autre, c'est que Zaha Hadid a toujours revendiqué l'héritage moderne. Elle ne fait pas partie de celles et ceux qui ont rejeté l'héritage du mouvement moderne. Elle en fait une lecture particulière, bien entendu, en disant que, au fond, le mode. Alors, on hésite toujours sur l'emploi des mots. Faut-il parler de mouvement moderne? Faut-il parler de modernisme? En tout cas, cette modernité-là n'aurait pas épuisé son potentiel émancipateur. Et donc, le projet architectural de Zaha Hadid, en ce sens, n'est pas un projet de rupture. C'est un projet qui cultive les potentialités ouvertes par le mouvement moderne. C'est très compliqué. Vous avez bien compris que son rejet de l'angle droit est évidemment un acte considérable quand on sait l'importance que l'angle droit a eu dans le mouvement moderne. Vous voyez. Donc il y a un mélange de rupture et de recueil d'un héritage que elle, comme d'autres, transforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc, la prochaine fois, donc on se retrouve pas en décembre parce qu'on n'a pas de conférence en décembre cette année. On se retrouve au mois de janvier, donc le 21 janvier, avec le goût pour l'Orient dans les arts occidentaux à partir du XVIIe siècle, peinture, architecture, jardin, décoration, donc par Pascal Pradier, moine à Saint-Vendry, qu'on a déjà fait intervenir plusieurs fois ici, qui est directeur de l'atelier de restauration de l'abbaye de Saint-Vendry. Voilà, donc le 21 janvier, et on aura à proximité notre assemblée générale également à ce moment-là. Hubert, tu voulais peut-être dire un petit mot? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si les distanciels me voient, m'entendent. M'entendre, c'est l'essentiel. Voilà. Merci en tout cas à tous de votre soutien toujours aussi généreux depuis 16 ans que cette association existe. Voilà. Donc le soutien, c'est l'adhésion à l'association pour ceux qui le souhaitent. C'est toujours 20 € de cotisation. C'est le plateau à la fin des conférences comme ce soir. C'est les dons si vous le souhaitez, sachant que vous pouvez profiter d'un reçu fiscal pour les dons que vous effectuez. Voilà, merci encore à tous. Merci Hubert. Voilà, bah, écoutez, moi je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie de votre attention aujourd'hui, d'avoir été présents en présentiel. Donc bravo pour tous ceux qui ont été là cet après-midi, et puis en distanciel. Et je vous dis donc au mois de janvier, ça paraît un peu loin, mais voilà, ça viendra vite aussi. Bon week-end à tous et merci.